Niger Voice, la radio de la diaspora africaine, le journal. Vous suivez le programme de Niger Voice, la radio de la diaspora africaine à New York, aux États-Unis d'Amérique, en synchronisation avec Savoir FM à Niamey au Niger et Radio Tassiga Bourradjento au Mali, le titre de cette édition hebdomadaire de ce dimanche 18 janvier 2026. Les festivités du centenaire de Niamey ont été officiellement lancées le 17 janvier 2026 au Centre international de conférences Mahatma Gandhi sous la présidence du ministre d'État de l'Intérieur, placé sous le thème 100 ans d'histoire, de résilience et d'avenir. La commémoration met en lumière le rôle historique et symbolique de la capitale dans le contexte de la refondation nationale. Le PAM alerte sur une situation alimentaire alarmante en Afrique de l'Ouest et centrale, avertissant qu'en l'absence de financement et d'actions urgentes, l'année 2026 pourrait être catastrophique. Près de 55 millions de personnes risquent une crise alimentaire durant la période de soudure, tandis que plus de 13 millions d'enfants pourraient souffrir de malnutrition. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite avec Imrana Kilomeiga. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux informations. Je l'annonçais dans les titres, les festivités marquant le centenaire de Niamey, capitale du Niger, ont été officiellement lancées ce samedi 17 janvier 2026. La cérémonie s'est tenue au Centre international de conférences Mahatma Gandhi sous la présidence du ministre d'État de l'Intérieur, le général de division Mohamed Toumba, placé sous le thème 100 ans d'histoire, de résilience et d'avenir. Cette commémoration entend rappeler le parcours historique de Niamey et son rôle central dans la vie politique et sociale du pays. Au nom du président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tiani, le ministre d'État a salué la forte mobilisation autour de cet événement. Selon lui, ce centenaire est un symbole fort dans un contexte de refondation et de reconquête de la souveraineté nationale, rappelant que Niamey a été le cadre des assises nationales de la refondation. Les festivités se poursuivront à travers plusieurs activités culturelles, historiques et citoyennes. Toujours à Niamey, plus de 38 milliards de francs CFA ont été mobilisés en 2025 par le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. L'annonce a été faite ce samedi 17 janvier 2026 par la présidente du FSSP, Madame Bra Raki Yarmakoy, à l'issue d'une audience avec le président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tiani. Selon elle, ces contributions composées de ressources financières et de dons en nature traduisent une forte mobilisation nationale avec un taux de réalisation de 106%. La rencontre a également permis de présenter la programmation 2026 marquée par de nouvelles mesures de prélèvement institutionnalisées prévues par une ordonnance adoptée en octobre 2025. Sur toute autre information, une formation en activité génératrice de revenus au profit de 63 personnes déplacées internes a été officiellement lancée mercredi dernier à Gao, au nord du Mali, dans le cadre d'un programme d'urgence financé par le gouvernement japonais et mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet intitulé « Réponse aux besoins urgents des personnes déplacées dans le nord, le centre et le sud du Mali » qui vise à renforcer l'autonomie économique et la résilience des ménages vulnérables affectés par le conflit et les catastrophes naturelles. S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, Mohamed Lamine Bouaré, chargé humanitaire du projet d'urgence de l'OIM assurant l'intérim du chef de bureau, a souligné que cette formation répond à une demande ancienne de communautés déplacées. Depuis plusieurs années, les organisations humanitaires sont en train d'assister les communautés déplacées en termes d'abri et de nourriture, de biens non alimentaires. Et c'est vrai, l'assistance a des impacts, mais elle a aussi des limites. Le plus important souvent, c'est d'appuyer les communautés dans les activités génératrices de revenus qui les permettront de prendre en charge et d'être aussi résilients. Selon lui, le projet financé par le Japon prévoit l'appui à 189 bénéficiaires repartis dans 3 régions, à savoir Tombouctou, Mopti et Gao, dont 63 pour la région de Gao. Le choix a été fait en collaboration avec le développement social, les chefs des sites, les différents maires, et nous avons mis en place pour sélectionner les bénéficiaires. Et ce qui nous a abouti à avoir 63 jeunes pour la formation.
Il a également indiqué qu'à l'issue de la formation, chaque participant recevra un kit de démarrage accompagné d'un suivi technique afin de garantir la viabilité des micro-activités mises en place. Il y aura aussi un suivi auprès des bénéficiaires qui leur permettront d'améliorer leurs activités. Les souhaits est que vraiment chacun de vous pourra être dépendant. Nous pouvions vous donner l'intégralité de l'argent sans avoir fait la formation. Mais cela ne va aboutir pratiquement, on peut dire, à rien. D'où nous avons commencé d'abord à faire la formation, que vous compreniez qu'est-ce que vous allez faire, pourquoi vous allez faire et comment le faire. Ensuite, vous donnez les kits pour faire aussi un suivi pour que vraiment l'entreprise puisse être une entreprise d'avenir. Appel à l'assiduité des bénéficiaires. Représentant le président de la délégation spéciale du Conseil régional de Gao, Mahamadou Mahamoudou Touré, a salué l'initiative et exhorté les bénéficiaires à suivre la formation avec sérieux. J'exhorte les participants à suivre la formation avec plus d'assiduité et à apporter pleinement leur contribution pour la réussite totale de cette formation. En tant que responsable de formation professionnelle de la région, je vous assure ici mon accompagnement dans l'atteinte des objectifs escomptés. Il a rappelé que le projet est mis en œuvre en collaboration avec plusieurs services techniques de l'État, notamment la Direction régionale de l'hydraulique et la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire, et couvre également les volets liés à l'eau potable, à l'hygiène, aux abris d'urgence et à la distribution des biens non alimentaires, vers des solutions durables pour les déplacés. Pour sa part, Ibrahim Karagadjo, représentant de la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire de Gao, a estimé que cette formation prépare les déplacés internes à un retour durable dans leur zone d'origine. Avec ces AGR, non seulement eux-mêmes ils vont pouvoir être autonomes, prendre soin de leur famille, mais également à travers ces projets, ils peuvent aider d'autres personnes déplacées sur les sites. Parce que quand il y a des têtes, tu fais les petits commerces à la longue, la solidarité veut que tu aides ton autre prochain PDI qui n'a pas reçu cet AGR. La formation qui combine sensibilisation, enseignement théorique, pratique et évaluation finale débouchera sur une certification des participants dans l'optique de favoriser leur insertion économique et sociale. Le programme alimentaire mondial PAM a lancé un avertissement sévère concernant l'aggravation de la faim en Afrique de l'Ouest et centrale, évoquant une situation alarmante pour l'année 2026 si des ressources supplémentaires ne sont pas mobilisées rapidement. D'après l'Agence des Nations Unies, 55 millions de personnes devraient être confrontées à une crise alimentaire ou à des conditions plus graves lors de la prochaine période de soudure, tandis que 13 millions d'enfants risquent de souffrir de malnutrition. Le cadre harmonisé indique que plus de 3 millions de personnes seront en situation d'urgence alimentaire cette année contre 1,5 million en 2020. Le Nigeria, le Tchad, le Cameroun et le Niger concentrent l'essentiel de cette insécurité alimentaire. Au Nigeria, environ 15 000 habitants de l'État de Borno font face à un risque de famine catastrophique, alors qu'au Cameroun, plus d'un demi-million de personnes pourraient être privées d'aide humanitaire dans les semaines à venir, faute de financement. Au Mali, la réduction des rations alimentaires a entraîné une hausse de 64% des cas de faim aiguë dans certaines zones depuis 2023, tandis que les régions bénéficiant des rations complètes ont enregistré une baisse significative selon le PAM. Sans un changement de paradigme en 2026, la faim continuera d'alimenter l'instabilité, le déplacement et les conflits, a averti Sarah Longonfro, appelant le gouvernement et les partenaires internationaux à investir davantage dans la prévention et la résilience. Le président de la transition du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, a rencontré samedi à Conakry les représentants de la diaspora malienne établie en Guinée en marge de sa participation à la cérémonie d'investiture du président guinéen Mamadi Doumbia. Arrivé dans la matinée à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, le chef de l'État malien a été accueilli par une
une délégation guinéenne de haut niveau conduite par le Premier ministre, en présence notamment du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'extérieur, du ministre secrétaire général de la présidence ainsi que du ministre directeur de cabinet. La communauté malienne résidant en République de Guinée a réservé un accueil chaleureux au président de la transition. Après son arrivée, Assimi Goïta a accordé une audience aux représentants de la communauté malienne de Guinée avant de se rendre au stade général Lassana Conté, site retenu pour les cérémonies officielles d'investiture. S'exprimant à l'issue de la rencontre, Mohamed Sidibé, président du Haut Conseil des Maliens établi en Guinée, a salué la disponibilité et l'écoute du chef de l'État malien. Nous avons eu le plaisir d'être reçus par le président de la transition à qui nous avons exprimé nos remerciements pour ce déplacement hautement significatif. Nous lui avons réaffirmé notre soutien indéfectible dans ses efforts pour la souveraineté et le développement du Mali, a-t-il déclaré. Le responsable de la diaspora malienne a également souligné la qualité des relations entre les Maliens résidant en Guinée et les autorités locales, rappelant l'accord d'établissement liant les deux pays. Depuis cet accord, un Malien en Guinée est considéré comme un Guinéen et inversement. Nous vivons ici en parfaite entente, sans difficulté particulière, a-t-il affirmé. Mohamed Sidibé a par ailleurs insisté sur la profondeur des relations historiques entre le Mali et la Guinée, évoquant des combats communs et un destin géopolitique partagé, notamment à travers des projets économiques structurants tels que le corridor Conakry-Bamako. Le nouveau président guinéen Mamadi Doumbouya a promis de gouverner avec intégrité, justice et responsabilité lors de son discours d'investiture prononcé ce samedi à Conakry devant plusieurs chefs d'État africains et de délégations étrangères. Au nom du peuple souverain de Guinée, je vous souhaite la bienvenue sur cette terre de dignité, de résilience, d'hospitalité et d'espérance, a déclaré le chef de l'État, saluant la présence de ses homologues africains comme un témoignage de la solidarité continentale et de la volonté commune de bâtir un avenir de paix et de prospérité partagée. Revenant sur l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, Mamadi Doumbouya a exprimé sa gratitude au peuple guinéen pour la confiance accordée, soulignant que ce mandat constitue un engagement envers les Guinéennes et les Guinéens et non un honneur personnel. Le président a lancé un appel à l'unité nationale, affirmant que l'on ne construit pas une nation dans la division ni la prospérité sur la haine, tout en insistant sur la nécessité d'une gouvernance participative et inclusive. Je mesure pleinement la responsabilité immense que le peuple de Guinée vient de me confier à l'issue de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Je remercie l'ensemble de nos concitoyens pour leur confiance ainsi que pour l'ambiance festive et le calme observé durant la campagne présidentielle. Ce mandat qui vient de m'être donné n'est pas un honneur personnel. Il est un engagement envers les Guinéennes et les Guinéens. Il est un engagement à répondre aux différents défis de gouvernance qui se posent à notre pays. Je m'emploierai de tous mes efforts pour répondre aux attentes des Guinéennes et Guinéens. J'en appelle à un engagement citoyen, à une gouvernance participative pour construire une Guinée de paix et de prospérité. On ne construit pas une nation dans la division et on ne bâtit pas la prospérité sur la haine. Aujourd'hui, je vous lance un appel. Continuons d'unir nos forces, nos intelligences et nos talents pour construire notre pays. Ce mandat est pour les femmes. Parce qu'il n'y a pas de développement durable sans la pleine participative des femmes. Nous continuons à investir dans l'éducation et la formation de nos jeunes en construisant des écoles de référence pour garantir la Guinée de demain, car un pays qui abandonne sa jeunesse compromet son avenir. Au Mali, le secrétaire général de la Fédération nationale des industries alimentaires, Al-Moubachar Haïdara, a appelé à l'unité, à l'organisation et à la solidarité syndicale à l'ouverture du 4e congrès ordinaire de la Fédération tenu ce samedi 17 janvier 2026 à Bamako après un report dû à la crise du carburant. Réunis en congrès ordinaire en ce samedi 17 janvier 2026, les responsables et militants de la Fédération nationale des industries alimentaires, FNIA, ont réaffirmé
réaffirmé leur engagement en faveur d'un syndicalisme uni, solidaire et tourné vers la transformation sociale. Un rendez-vous statuaire majeur marqué par la fusion avec la Fédération des boulangeries et par un appel fort à la résilience dans un contexte économique et sécuritaire difficile. Le secrétaire général de la Fédération nationale des industries alimentaires, FNIA, Al-Mubashar Haidara, a appelé à l'unité, à l'organisation et à la solidarité syndicale à l'ouverture du 4e congrès ordinaire de la Fédération. Il a en effet félicité Ibrahim Yacouba Cissé pour sa clairvoyance et son engagement en faveur de l'union et la synergie d'action. Interrogé sur les priorités de la FNIA, M. Haidara a souligné le rôle central du dialogue social et du suivi de cahiers de doléances entre employeurs et employés. Vous savez que les syndicats, c'est le dialogue permanent. Lorsque nous faisons des revendications et qu'on fait un cahier de doléances signé entre l'employeur et l'employé, on le poursuit. C'est dans le temps et dans l'espace. Donc c'est une continuité. Le secrétaire général a par ailleurs dressé un constat préoccupant sur l'état de l'industrie malienne, notamment les difficultés d'approvisionnement en matières premières aggravées par l'insécurité. L'industrie malienne va très mal parce que c'est des industries de transformation dont nous n'avons pas tellement la matière première sur place pour nous importons la matière première. Et comme vous le savez, l'insécurité fait que sorte que nos employeurs traversent d'énormes difficultés pour pouvoir approvisionner nos industries. Mais on fait avec parce que nous avons des employeurs compétents qui, malgré la situation, se mettent vraiment en œuvre pour pouvoir approvisionner l'État avec le concours de l'État. Concernant la compétitivité et l'industrialisation, M. Haidara a insisté sur l'importance de l'investissement et de la production locale dans le cadre de la souveraineté économique retrouvée. Notre apport en tant que travailleurs, c'est de pouvoir comprendre les employeurs dans leurs difficultés et les partager. C'est plus important. Quand ils ont des difficultés financières, des difficultés de transformation, nous les comprenons. Nous pouvons même souvent, pour faire avancer l'entreprise, dire bon, nous avons des primes auxquelles on peut attendre parce que l'entreprise a des difficultés. Ça, c'est notre vie quotidienne. L'entreprise, les travailleurs, il n'y a pas de travail sans entreprise. Et il n'y a pas de travail sans entreprise, donc nous sommes la même famille. Et nous devrons œuvrer pour que les choses aillent de l'avant. Il a par ailleurs salué l'engagement des militants venus des régions malgré le contexte sécuritaire difficile. Au Tchad, le gouvernement tchadien a dénoncé une violation manifeste, grave et répétée de son intégrité territoriale après une incursion armée menée par des éléments des forces de soutien rapide FSR soudanaises dans l'est du pays, selon un communiqué du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Gassim Sherif Mohamed. Selon le communiqué, des combattants de FSR engagés dans les conflits internes au Soudan ont franchi illégalement la frontière tchadienne et mené une opération armée visant à la fois les forces de défense et de sécurité ainsi que des civils. Le gouvernement tchadien fait également état de multiples violations de l'espace aérien national par des forces armées soudanaises. Ces attaques ont coûté la vie à 7 soldats tchadiens, fait plusieurs blessés et provoqué d'importants dégâts matériels, précise la même source. N'Djamena condamne avec la plus extrême fermeté ces incursions qualifiées de préméditées et rappelle que le Tchad observe depuis le début de la crise soudanaise une position de stricte neutralité fondée sur son attachement à la paix, à la stabilité régionale et au respect du droit international. Le gouvernement avertit que toute nouvelle tentative d'agression ou de violation du territoire tchadien fera l'objet d'une riposte immédiate, rigoureuse et implacable, conformément aux lois nationales et aux normes internationales. Au Burkina, le Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique, IRISA, a apporté ce samedi 17 janvier 2026 sa contribution à l'initiative présidentielle face au MEBO à travers un don de 10 tonnes de ciment et la mobilisation de plusieurs de ses militants sur le site de travaux. Selon le coordinateur national adjoint de IRISA, Dr Yacinthe Ouedraogo, cette action vise à accompagner concrètement les autorités burkinabées dans leurs efforts de développement et de transformation du pays. Le RISA a décidé de se mobiliser sur le site de Fasso-Mebo pour 2 objectifs essentiels, la remise de 10 tonnes de ciment et la participation physique de ses membres aux travaux, a-t-il déclaré.
Page sport, le Nigeria a remporté la petite finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 en dominant l'Égypte 0-0 au temps réglementaire, 4-2 au tir au but ce samedi soir au stade Mohamed V de Casablanca. Au terme d'une rencontre fermée et tactique, aucune des deux équipes n'est parvenue à trouver le chemin des filets durant le temps réglementaire. L'Égypte a pourtant dominé la possession de balles, 60% sans parvenir à concrétiser ses temps forts. La meilleure occasion nigériane est intervenue à la 36e minute lorsque Akor Adams a repris de la tête une passe lobée de Samuel Kwakeweze. Son but a cependant été annulé après recours à la VAR par l'arbitre marocain Jalal Zayed. Lors de la séance de tir au but, le gardien nigérian Stellai Wabali s'est illustré en stoppant les tentatives de Mohamed Salah et Omar Marmous. De leur côté, Akor Adams, Moïse Simon, Alex Iwobi et Ademola Lukman ont transformé leurs tirs, ces derniers offrant la victoire aux Super Eagles. Grâce à ce succès, le Nigeria décroche la 3e place du tournoi continental. La finale de la CAN opposera dans quelques instants à 19h le Sénégal au Maroc, pays hôte. Voilà, c'est tout pour cette édition qui vous a été présentée par Imrana Kilomega. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur les ondes de 3 radios partenaires, la radio de la diaspora africaine Niger Voice depuis New York aux États-Unis, la radio Savoir FM à Niamey au Niger et radio Bourradjindo en Songo au Mali. Merci de l'avoir suivi.